Septembre 2005. Nous sommes en terminale option cinéma au lycée de Gourdon, dans le Lot. En route pour Caen afin de recueillir à la mémoire celle de 2 témoins de la guerre qui avaient notre âge à cette époque. Débarquement. Bombe. Douleur. Déportation. Europe. Trahison. Souffrance. Hitler. De Gaulle. Pétain. Souffrance. Débarquement. Destruction. Hitler. Drame. Ruine. Patrie. Nazi. Déportation. Privation de liberté. Antisémitisme. Cimetière. Europe. Clandestinité. Déportation. Privation de liberté. Camp. Tuer. Patrie. Lorsque les bombardements commençaient, l'armée allemande, l'administration allemande ont quitté la ville. Car l'un et l'autre étaient persuadés que la libération se ferait dans la nuit du 6 juin. Et ensuite, progressivement, en raison de la résistance allemande devant l'offensive alliée, au nord, à l'est et à l'ouest de Caen, l'armée allemande est revenue pour s'opposer aux Alliés. Mais elle était beaucoup plus préoccupée par s'opposer aux Alliés aux alentours de la ville que d'avoir des activités dans la ville elle-même. De sorte que la relation avec l'occupant n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait pu être avant le débarquement. Et c'était une situation de guerre où chacun tentait de défendre sa vie ou de s'occuper des autres. Dès qu'on a du désir de se débarrasser de l'occupant, on cherche des moyens pour lui faire du mal et puis qu'il s'en aille, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va être là. C'est un réflexe spontané. On cherche des moyens d'action, je dirais même des sabotages. Par exemple, dans le musée, vous avez un mur qui explique comment le premier résistant qui a été fusillé était un garçon qui avait tout de suite repéré une ligne téléphonique qui reliait l'aérodrome qui était utilisé par les Allemands avec leur quartier général. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que très rapidement, j'ai été contacté par un prêtre polonais que des camarades d'université m'avaient fait rencontrer avant l'arrivée des Allemands, pendant l'occupation, parce qu'à Caen, il y avait beaucoup de Polonais, surtout au sud, qui travaillaient dans les mines de fer, comme mineurs. Et ce prêtre, quand je l'ai rencontré après l'arrivée des Allemands, m'a dit « André, il faut qu'on tue chacun 3 Allemands avant la fin de la guerre, si on ne veut pas que ça recommence comme cette fois-ci, 20 ans après. » Écrit à chaud, pendant et immédiatement après les événements de juin-juillet 1944, les souvenirs de Jean-Marie Giraud nous livrent à une 50aine de pages un témoignage fort. Lycéen de 18 ans, le futur sénateur-maire de Caen est l'un des volontaires des équipes d'urgence de la Croix-Rouge française. On se réunissait quelquefois au Jardin des Plantes, qui est un endroit bien connu des Canets, à 5 ou 6 pour savoir comment on pourrait s'opposer aux Allemands, mais avec des moyens comme on peut en avoir à 15 ou 16 ans, c'est-à-dire peu de choses. Et je me souviens qu'on avait pris la décision de crever les pneus des voitures allemandes, qui se trouvaient notamment devant le bâtiment de l'intendance militaire, la Hören Zukunftsverwaltung. Et là, on perçait les pneus, puis on rentrait chez soi. André Heinz est de ces hommes presque ordinaires dont le patient travail sur le terrain et dans l'ombre a contribué à rendre possible le débarquement en Normandie. Entré dans la résistance dès la première heure, il fut membre successivement de 3 réseaux. Grâce à sa maîtrise de l'anglais, il fournissait aux Alliés de précieux renseignements sur les positions allemandes dans la région de Caen, sans se douter que le jour venu, il serait aux premières loges. Le renseignement est quelque chose d'insipide parce que, d'abord, recueillir les renseignements, c'est pas toujours facile. Circuler beaucoup pour voir des gens qui en ont à vous indiquer, repérer les postes de DCA, leur disparition, etc. Et en plus, on ne sait jamais si le renseignement qu'on a communiqué, premièrement, est arrivé en Angleterre, deuxièmement, si les Anglais en ont tenu compte. On n'a pas de résultat, donc c'est vraiment pas réconfortant. Je me souviens de l'année, ça devait être le début de 41, où les Allemands, déjà fin 40, avaient commencé à utiliser des aérodromes, mais aussi avaient construit de faux aérodromes
où les avions étaient en bois, recouverts de toiles qui étaient peintes exactement comme leurs avions, c'était la même taille. Donc les Anglais, c'est ce que voulaient les Allemands, pouvaient voir ou croire que les Allemands n'avaient plus d'avions qu'ils n'en avaient en réalité. Et un jour, après avoir indiqué plusieurs terrains de ce genre-là, en plus des vrais, des fermiers qui habitaient pas loin d'un de ces aérodromes-là nous disent voilà que les Anglais ont lâché des bombes en bois sur le terrain. Alors, en plus, un autre qui avait vu un Allemand probablement assez naïf pour leur raconter que sur les plus grosses bombes, les Anglais avaient écrit en allemand bombe en bois pour avion en bois. Alors ça, c'était merveilleux. Je cherche les vaches. Quelques coups d'œil. Enfin les voilà. Elles n'ont pas rompu leurs amarres. Je les approche. Elles sont debout. Je les tâte et m'aperçois que les frites sont dues selon leur louable habitude d'en tirer une. Tant pis, les bébés boiront moins de lait. Ah ces boches, les salauds. Les Allemands les avaient traites avant nous. Alors on s'est approché, on s'est dit, et ils nous ont donné une partie du lait qu'ils avaient trait et qu'on a ramené pour les enfants. C'est la guerre, ça, au-delà de l'hostilité qu'on peut avoir à l'égard de l'Allemand. Même l'Allemand lui-même, il avait son fond d'homme. La BBC, qui était la chaîne, la seule qu'on pouvait entendre à cette époque-là, émettait 3 fois par jour en français, vers 8h15 le matin, 12h15, et le soir vers 9h. Et au milieu de ces nouvelles données en français, le speaker s'arrêtait et disait « Et voici maintenant quelques messages personnels ». Et ces messages, il y en avait de temps en temps, un pour notre groupe, donc il fallait écouter tous les jours. Et voilà que les Allemands, je ne sais plus quand exactement, sachant l'importance de la BBC, j'avais déjà défendu d'écouter la BBC, je l'avais même brouillé, il y avait une sorte de musique qui passait, qui rendait très difficile l'écoute. Ils se sont rendus compte que les Français continuaient à écouter, ils ont obligé tout le monde à donner, à remettre à la mairie, ou quelquefois à l'état-major allemand directement. Alors j'ai eu l'idée, j'avais tous les éléments pour faire un poste à galène, j'ai modifié mon appareil et je l'ai fait plus petit pour pouvoir tenir dans une boîte de conserve. Dans ce tunnel, l'état-major allemand s'est installé vers 1h du matin, le jour du débarquement du 6 juin. De là, ils ont essayé de donner des ordres, mais n'ont pas réussi. Depuis, les choses ont changé et cet endroit, situé sous le mémorial de Caen, est un lieu d'exposition des prix Nobel de la paix. J'ai une bonne raison pour avoir connu le lieu, parce que c'est mon groupe de résistance qui a réussi à faire le plan de ce souterrain sans même jamais y être entré, grâce aux travailleurs forcés qui se réunissaient le soir à 1 kilomètre d'ici, dans le premier café, car ça c'était au milieu des champs, et donc on allait dans le même café les écouter, et on a envoyé le plan aux Anglais 2 fois pour être sûr que c'est... Comme toujours, on ne savait pas si les Anglais en tenaient compte, mais quand les troupes anglaises sont arrivées ici, que je suis resté leur interprète d'ailleurs pendant des mois par la suite, ils m'ont montré les cartes qu'ils avaient avant de venir, et j'ai été tout heureux de voir que l'état-major était bien marqué, et c'était marqué d'ailleurs en anglais « Possible Underground Headquarters », qui voulait dire souterrain, état-major souterrain probable, et c'était très exact car personne ne s'est installé ici avant le matin du débarquement. André Heinz, interview 2004. Pendant longtemps, j'ai gardé une véritable haine à l'égard des Allemands. Je ne pouvais pas leur pardonner le massacre des prisonniers de Caen, au cours duquel ont péri, entre autres, Robert Douin et Le Lièvre, et toutes les autres horreurs nazies. Lorsque, après la guerre, De Gaulle a appelé à la réconciliation, je me suis dit qu'il fallait faire un effort, parce que le général était tout de même au-dessus de tout soupçon. Mais j'avais du mal. 60 ans se sont écoulés depuis, suffisamment de temps pour oublier la haine d'autrefois et penser enfin en commun
à la paix dans notre maison européenne commune. Même l'Allemand lui-même, il avait son fond d'homme. La paix est souvent synonyme de liberté. La paix n'est pas forcément synonyme de liberté, mais la liberté est généralement créatrice de paix. Chaque homme doit être libre pour pouvoir vivre en paix. L'espoir fait vivre. L'espoir fait survivre. La liberté n'a pas de prix, elle doit souvent être conquise et défendue. La paix n'est pas un cadeau. La paix est sans cesse à reconquérir, et Dieu sait à quel prix, même parfois par une guerre. Et c'est à vous les jeunes maintenant de faire le maximum, éviter la haine, éviter que la haine se répande entre les peuples. La guerre de 39-45 est une guerre idéologique contre le nazisme qui voulait gérer le monde. Et c'est pourquoi tous les événements qui sont rappelés aujourd'hui aux jeunes générations, au-delà des rappels historiques, a un intérêt, c'est de montrer comment le combat pour la liberté, et non pas pour une frontière ou une autre, a été l'élément essentiel. Et ceci est une leçon qui doit servir les générations nouvelles, les générations actuelles, les générations futures, d'où l'intérêt d'interviews comme celle-ci dont je vous remercie.